La santé, elle est au cœur de nos préoccupations et c'est normal, c'est notre capital le plus précieux. Comment l'entretenir, le faire fructifier? En un mot, comment augmenter notre espérance de vie en bonne santé? La réponse dépend en grande partie de nous, de nos habitudes de vie. L'activité physique, l'alimentation, le sommeil, le bien-être mental, tous ces gestes du quotidien sont déterminants pour notre avenir. Encore faut-il les connaître et les appliquer sans contrainte excessive. C'est pour cela que la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention, a fait appel aux meilleurs experts. Avec la série de podcasts En avant la santé, il vous donne rendez-vous avec un objectif, comprendre pour agir. Bonjour, je suis Jean-Michel Delisle, je suis psychiatre et dans les 5 épisodes de ce podcast, je vais vous parler des addictions. Les addictions, évidemment, c'est un problème actuel, c'est un problème très sérieux qui concerne tout le monde. On parle évidemment de tabac, on parle d'alcool, on parle de drogue, mais on parle aussi de jeux d'argent. On parle aussi parfois d'addiction au sport, parfois d'addiction sexuelle, d'addiction aux achats. On voit que tout semble être addiction et en fait, on se rendra bien compte qu'il y a un cœur, qui sont des personnes réellement en souffrance et qu'il s'agit d'aider. Dans les 5 épisodes de ce podcast, donc on va commencer évidemment par dire mais de quoi parlons-t-on? De quoi s'agit-il au niveau des addictions? Dans une deuxième partie, nous essayons d'aborder la question plus d'un point de vue individuel. À partir de quel moment je peux craindre d'être en train de basculer vers une dépendance, vers une addiction, quand je consomme du vin, quand je fume un peu de tabac, quand j'ai parfois l'occasion de prendre tel ou tel produit. Quels sont les signes d'alerte? Dans une troisième partie, nous aborderons la question un peu différemment, c'est-à-dire dans ma famille ou au sein du travail, au sein de rencontres festives, au sein de rencontres amicales. À quel moment dois-je m'inquiéter quand je repère que quelqu'un peut-être est en train de perdre contact? Comment puis-je l'alerter? Comment puis-je l'aider peut-être à éviter de glisser dans l'addiction? Alors, dans un quatrième épisode, nous aborderons les réponses politiques, des politiques publiques, qui peuvent être aussi bien parfois des réponses répressives, de contrôle, qu'heureusement aussi des réponses de prévention, des réponses de soins, des réponses d'accompagnement, des politiques de réduction des risques. Et on voit actuellement au plan international une évolution extrêmement rapide des lois concernant les addictions. Et enfin, dans un 5e épisode, nous essaierons de répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées, en fait, qui sont posées parfois par des usagers, mais aussi bien souvent par des membres de leur famille, par des parents, par des amis qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est les addictions les plus sévères, quels sont les produits les plus dangereux, comment peut-on agir. Donc voilà exactement ce qu'on va essayer d'aborder. Alors, pourquoi moi je me suis intéressé à ces questions d'addiction? En fait, c'est un peu comme souvent dans la vie, le hasard des rencontres. J'étais à l'époque jeune psychiatre interne à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Et en fin d'internat, mon patron, mon chef de service, le professeur Bourgeois, m'avait dit « Tiens, puisque tu as l'air de t'intéresser aux personnes qui viennent dans le service pour des cures de sevrage aux opiacés, tu devrais aller faire un séjour dans une association à Bordeaux, le CUID, qui accueille justement des toxicomanes. Ça te fera une expérience et c'est quelque chose qui devrait durer 3 mois, à peu près 3 mois à mi-temps, complément de l'hôpital. » Et j'y suis resté puisque c'était en 1986, donc il y a près de 40 ans. Ma grande surprise en arrivant dans ce centre, c'est que alors que j'étais jeune psychiatre avec des idéaux de désasilisation, comme on disait à l'époque, on était influencé par un vol au-dessus de nid de coucou, donc on essayait d'avoir une relation plus proche, moins verticale avec les patients. Là, j'étais accueilli par un patient, justement, par un usager de drogue qui avait à peu près mon âge, qui me tutoyait et qui commençait à me dire que finalement, il allait m'aider à découvrir ce que c'était vraiment le monde des addictions en allant avec moi dans la rue pour me rencontrer ses copains. Et du coup, ça a été une révélation parce que je m'étais rendu compte que, alors que j'avais l'image un peu standard du toxico, un peu dangereux, un peu impulsif, un peu menaçant, etc., on se rendait compte qu'à partir du moment où on avait une rencontre plus proche, plus horizontale, de respect mutuel, à ce moment-là, au contraire, c'était des personnes extraordinairement attachantes. Et c'est ainsi peut-être que je me suis accroché moi-même au champ des addictions. Addiction, mais de quoi parle-t-on? En effet, c'est un terme relativement récent qui globalement renvoie à ce que l'on appelait autrefois les dépendances, c'est-à-dire des pertes de contrôle par rapport à un comportement ou à un usage qui initialement était un comportement qui était source de plaisir, d'agrément ou de détente, et qui petit à petit risque d'évoluer vers quelque chose de l'ordre du besoin.
On se dit que c'est agréable de boire un petit peu, 2 verres, 3 verres, parce qu'on est un peu détendu, c'est sympa, et que jamais on ne dépassera ces quantités-là, parce qu'après on sait qu'on va avoir des effets un peu négatifs, et pour autant, de plus en plus souvent, on commence à boire un peu plus longtemps que prévu. Donc finalement, c'est cette dimension de perte de contrôle qui se traduit par le fait que la prise de la consommation de produits ou le comportement d'addiction ne va plus être finalement quelque chose de l'ordre d'une recherche de plaisir ou d'agrément, mais va devenir un besoin qui s'impose à soi. Et l'addiction, son piège, va se refermer à partir du moment où l'intensification, la répétition de ces usages va commencer à déboucher sur des conséquences dommageables, que ce soit sur la santé physique, évidemment, que ce soit sur la santé psychique, que ce soit sur le mode relationnel dans sa vie de famille, mais aussi au professionnel, parce qu'on commence à être en retard, on commence à être plus irritable, etc. Donc on se rend compte où les gens de son environnement vous préviennent que c'est en train de déraper, et à ce moment-là, on découvre qu'on n'est pas capable, finalement, de revenir à un usage régulé et contrôlé. Donc schématiquement, l'addiction, c'est ça, c'est-à-dire c'est une perte de contrôle. Or, initialement, ça a été repéré vis-à-vis de consommation de produits, c'est-à-dire des produits qui vont stimuler ce qu'on appelle les circuits de la récompense, qui sont des circuits neuronaux extrêmement anciens, qu'ont tous les animaux mobiles, depuis les petits vermisseaux, les reptiles, etc. C'est vraiment des circuits tout à fait fondamentaux dans l'évolution de l'espèce, parce qu'ils visent à renforcer des comportements qui sont utiles à l'individu et à l'espèce. Donc on apprend à apprécier des produits fortement énergétiques comme le sucre, on apprend à apprécier des boissons, de l'eau, on apprend à apprécier la reproduction, donc les relations sexuelles, et c'est renforcé par des sensations de plaisir qui vont faire qu'on va renouveler ces comportements, on va les renforcer dans la mesure où ils sont très utiles. Mais hélas, l'homme ensuite, au cours de son développement, a pu découvrir par lui-même des substances qui agissaient directement sur cette circuiterie sans avoir aucun intérêt par contre pour la survie ni de l'individu ni de l'espèce. Or historiquement évidemment ça a été l'alcool, plus récemment le tabac, maintenant toutes sortes de drogues qui vont avoir des effets 10 fois, 100 fois supérieurs aux renforceurs naturels au niveau cérébral et qui donc vont faire en sorte que petit à petit l'intensité de la récompense va faire que la personne va avoir tendance à se centrer, à centrer l'ensemble de ses comportements sur ces consommations-là, au détriment même de toutes ces autres activités. Non seulement des activités pénibles ou déplaisantes, mais également des activités plaisantes. Ce qui fait qu'on va voir que quelqu'un qui est réellement addict va renoncer à ce qu'il aimait bien faire avant. Se promener, aller au concert, rencontrer des amis, jouer de la musique, lire des livres, etc. Et sa vie va se centrer de plus en plus sur sa consommation. Or, nous dirons-on, bien sûr, mais ces circuits-là, nous les avons tous les êtres humains. Et pour autant, tout le monde ne bascule pas dans l'addiction. On le voit par rapport à l'alcool. Par exemple, en France, il y a énormément d'usagers et de consommateurs actuels d'alcool. Ce n'est qu'une minorité qui va devenir dépendant. Donc, quels sont les facteurs de vulnérabilité qui vont faire que certaines personnes sont plus fragiles par rapport au risque d'évolution vers une addiction quand elles rencontrent des produits ? La rencontre, là, elle est sociale. Tout le monde ici a rencontré des produits à un moment ou à un autre. Ceux qui vont basculer, il y a d'une part des facteurs de vulnérabilité qui sont génétiques, avec une irritabilité qui est relativement importante, entre 40 et 50%, ce qui veut dire qu'une part des facteurs causaux est d'origine génétique, héritée, et on voit d'ailleurs des familles, où on voit une surreprésentation de personnes qui ont présenté des problèmes d'addiction. Néanmoins, 40-50%, c'est important, mais ce n'est pas 100%, donc ce n'est pas une maladie génétique, mais il y a une vulnérabilité. Les autres facteurs de vulnérabilité qui sont très importants et sur lesquels, pour le coup, on peut agir, ce sont des facteurs de vulnérabilité, bien évidemment psychologiques. On se rendra compte que ce sont souvent des personnes qui ont des hauts niveaux de stress chronique, que ça soit lié à des conditions de vie, à des antécédents traumatiques, à un contexte professionnel douloureux, à un contexte familial parfois difficile, qui vont avoir tendance, quand ils rencontrent un produit renforçant, donc un produit qui stimule les circuits de la récompense, vont avoir tendance à intensifier les consommations parce que ça leur permet d'apaiser en fait cette situation de stress. Donc on voit qu'au moins un des facteurs d'entrée, c'est le niveau de stress préalable qui peut être lié à des facteurs psychologiques, à des facteurs sociaux, à l'adversité sociale. Et c'est ces vulnérabilités-là qui font le plus grand risque sans doute d'évolution vers une addiction. Alors on s'en rend compte assez nettement par exemple maintenant, même avec des produits comme le tabac, où alors qu'on est dans une période où par bonheur, la prévalence du tabagisme recule, et c'est vraiment une excellente chose, parce qu'il est responsable de près de 70 000 morts par an, de décès prématurés.
on se rend compte que les personnes qui sont le plus en difficulté par rapport à l'arrêt du tabac sont souvent les personnes qui vivent dans les contextes sociaux les plus difficiles, en fait, les plus précaires. Le gradient social est vraiment majeur. On retrouve quelque chose de comparable avec le cannabis, et y compris donc chez les jeunes. On voit que, par exemple, les prévalences d'usage de ces produits sont beaucoup plus importantes chez les jeunes en rupture de scolarité ou qui sont en difficulté dans des filières professionnelles que dans des filières classiques. Donc on voit que le contexte de vie, les tensions, les doutes quant à ses capacités à trouver une place dans la société, tout le stress par rapport au logement, à son avenir, un contexte familial un peu périlleux, sont des facteurs de vulnérabilité tout à fait majeurs. Donc c'est parmi les éléments qui font que dans notre champ, on a appris au fil du temps que si on veut aider des personnes qui ont un problème d'addiction, il ne s'agit pas simplement d'essayer de réduire leur niveau de consommation avec des cures de sevrage ou des traitements de substitution, on a toutes sortes de traitements, mais également de les accompagner de manière globale par rapport à ces facteurs de vulnérabilité psychologiques, sociaux. C'est-à-dire pour des addicts qui sont vraiment dans de très grandes difficultés, il faut être en mesure de pouvoir leur proposer un accompagnement qui soit réellement global et intégré. Alors, quelle est la situation actuelle des addictions dans notre pays? Arrivent évidemment en tête les deux produits historiques qui ont la plus grande prévalence d'usage, c'est-à-dire le tabac et l'alcool, avec pour chacun des effets sur la santé qui sont absolument délétères. Ce sont des déterminants de santé absolument majeurs. Le tabac est impliqué dans près de 70 000 décès prématurés chaque année, l'alcool dans environ 40 000 décès prématurés chaque année. Donc on voit que là, il y a une importance, disons, en termes d'impact sanitaire tout à fait majeur. Or, néanmoins, si la France était un pays où l'alcool était omniprésent, des gens de ma génération buvaient pratiquement tous du vin à table de manière quotidienne, on se rend compte que les niveaux de consommation d'alcool sont en diminution régulière et très intense depuis le début des années 60. Donc c'est une vieille affaire. On était à l'époque à près de 30 litres d'alcool pur par Français et par an. On est à 11 litres à peu près, ce qui reste tout à fait considérable, mais qui fait que nous ne sommes plus en tête du palmarès ni mondial, ni même européen. Mais surtout, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une transition actuellement dans les modes de consommation d'alcool, c'est-à-dire l'alcool à la française, avec des consommations quotidiennes de vin à table, en mettant un point d'honneur à ne pas être ivre, mais où ensuite le problème nous rattrapait par influence sociale avec des problèmes de cirrhose au bout de 20 ans ou de 30 ans. Ce type de conséquence est en train de disparaître avec un effet générationnel, puisqu'on voit que les jeunes, de plus en plus, consomment ce qu'on disait autrefois un peu à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire ils ne consomment plus de vin quotidiennement à table. Ils vont souvent ne pas boire d'ailleurs du tout d'alcool pendant la semaine. En revanche, en soirée, en after work ou le jeudi soir, le vendredi soir, ils vont boire pas mal de bière et également pas mal d'alcool fort. Et on voit que l'essentiel de la réduction de la consommation d'alcool dans notre pays est lié à un effondrement de la consommation de vin, en fait. Alors qu'en fait, la bière et les spiritueux sont restés relativement stables, ce qui fait qu'on peut penser que dans les années qui viennent, ça va être les boissons alcoolisées les plus consommées dans notre pays. Et du coup, avec des conséquences qui sont plutôt des conséquences rapides, de victimisation, de violence, de passage à l'acte, de perte de conscience, d'accident de la route, etc. Donc on voit que là, vraiment, c'est en pleine transition. Alors, côté tabac, les nouvelles sont également plutôt favorables, puisque grâce aux différents plans, les augmentations de prix, en fait, toutes les politiques publiques, les consommations de tabac ont tendance à diminuer dans notre pays. En revanche, là aussi, il y a un phénomène à surveiller de près, c'est que plus elles se réduisent, plus paradoxalement, les inégalités de santé par rapport au tabac ont tendance à s'accroître. En fait, c'est assez logique, puisque les personnes qui arrêtent le plus rapidement de fumer sont souvent les personnes qui sont les mieux informées au plan culturel, souvent aussi celles qui ont le plus de ressources personnelles, qui prennent soin d'elles, qui sont attentives à leur santé. C'est bien que ce sont ces personnes-là, finalement, qui arrêtent, alors que les personnes qui vivent dans des contextes beaucoup plus difficiles, beaucoup plus tendus, beaucoup plus complexes, qui sont également plus éloignées des messages de prévention, des messages de soins, ont tendance à moins arrêter de fumer, ce qui fait que progressivement, en fait, le tabagisme résiduel, si j'ose dire, a tendance à se concentrer vraiment dans les populations les plus vulnérables. Ensuite, dans les produits illégaux, maintenant, à quitter le peloton, en quelque sorte, des drogues illégales qui sont quand même de prévalence relativement faible, pour se rapprocher des prévalences qu'on retrouve avec des produits illégaux comme le tabac et l'alcool, c'est évidemment le cannabis qui maintenant est utilisé quotidiennement par près d'1 million de Français, donc c'est tout à fait considérable. On se rend compte que
ces personnes-là, pour beaucoup, et ne sont plus uniquement des jeunes comme c'était le cas par le passé, mais que maintenant on a beaucoup de jeunes adultes et même d'adultes d'âge moyen qui sont devenus consommateurs et dépendants du cannabis. En revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est que les usages globaux de cannabis, aussi bien l'expérimentation que les usages réguliers, ont tendance à diminuer en fait chez les jeunes depuis une dizaine d'années. On est vraiment dans une tendance favorable, si bien qu'on est plutôt dans une phase de translation où ce sont plutôt maintenant des jeunes adultes qui sont concernés par les problèmes de cannabis. Et puis derrière, évidemment, il y a toutes les drogues illégales qui généralement sont beaucoup plus stigmatisées, sont perçues comme plus dangereuses, si bien que ce sont souvent des personnes encore plus vulnérables qui vont avoir tendance à les expérimenter. Avec cependant une exception, c'est la cocaïne, qui est en train de se développer vraiment dans différents milieux. C'est vraiment un des sujets qui sera à suivre de manière très très précise dans la période qui vient. Donc on voit un tableau général contrasté, avec des dommages sur la santé qui restent tout à fait importants, mais des tendances plutôt favorables et qu'il s'agit évidemment d'amplifier, de conforter. Et pour cela, je vous invite à suivre dans le prochain épisode des éléments qui nous permettront d'identifier aussi bien chez nous que chez des proches peut-être les petits signes d'alerte qui peuvent nous indiquer que quelqu'un est en train de basculer d'un usage un peu comme tout le monde, ou peut-être d'un usage un peu excessif, à quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une perte de contrôle et peut-être même d'une addiction. Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Pour être informé des prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.